meeting et puis donc on a mis ce temps-là pour la conférence de presse. On voulait préciser 2-3 choses avant. D'abord, Philippe n'allait pas accorder d'interview exclusive, donc poser les questions maintenant, c'est le mieux. Et qu'on a prévu de terminer à 19h30 parce que le timing est serré, qu'on voudrait qu'il y ait un petit temps avant la prise de parole. Donc voilà. Ce que je vous propose, c'est voilà, de poser les questions, de lever la main. On n'est pas trop nombreux, donc ça devrait se faire tranquillement. Et puis sinon, on sera là pour réguler, comme on dit. Donc voilà, la parole est ouverte. Première question. Déjà, comment vous sentez, comment vous abordez cette dernière ligne droite d'une campagne un peu particulière? Ouais, j'avais trop quoi répondre là-dessus. Ça se passe bien. Et puis voilà, on sait qu'il reste 4 jours. On a plusieurs meetings dans les 4 jours qui nous viennent. On continue jusqu'au bout quoi, avec l'idée de se faire entendre le plus fort possible, le mieux possible, et puis avec l'espoir aussi de convaincre quand même quelque part de notre utilité, mais du fait qu'il faut voter pour ce qu'on dit, pour ce qu'on représente, pour les perspectives qu'on met en avant. Donc voilà, on espère bien au bout du compte à l'issue de cette campagne-là, ça va laisser des traces, parce qu'en fait notre grosse idée c'est que là ça arrive, je sais pas. Il y a des batailles sociales à mener, qu'on aimerait bien que notre camp social retrouve confiance en lui-même, retrouve la pêche et l'énergie pour justement relever la tête et puis régler les problèmes qu'il y aura à régler dans la foulée, parce que les élections ne régleront pas nos problèmes. Donc il y aura besoin de ça, de changer un peu l'ambiance dans la société. Puis c'est pour ça qu'en fait on espère justement laisser beaucoup de traces dans cette campagne-là. Alors le frémissement que vous avez évidemment senti et d'autres aussi après ce débat télévisé dont on vous parle beaucoup, est-ce qu'il se confirme voilà, dans ces derniers jours? Est-ce que vous le ressentez? Oui, c'est sûr que depuis le débat il y a un changement évidemment, mais on l'avait un petit peu avant parce que, et ça se passe à chaque fois qu'on fait cette campagne-là, c'est que dès qu'on a les 500 parrainages, donc après des mois et des mois de galère dans une campagne anonyme ou dans la discrétion et qu'on obtient donc ces 500 parrainages-là, on rentre dans une nouvelle période à chaque fois, qui est une période où il y a une médiatisation. Alors c'est l'équité renforcée, et puis jusqu'à obtenir l'égalité du temps de parole. Et forcément, dès qu'on a une visibilité médiatique, on apparaît beaucoup plus, les gens nous entendent, et donc du coup on a dans la rue et dans les meetings toujours des conséquences favorables. Mais là, c'est vrai que le débat du 4 avril, ça a amplifié en fait, ce phénomène-là. Ça a été même énorme tous les jours qu'on suivi, beaucoup de sympathie. Et donc on a vu que ça avait fait du bien à pas mal de monde de pouvoir dire ça, de dénoncer directement Fillon, Le Pen, enfin de tous ces politiciens avec les mœurs de corruption. Ça a fait du bien d'exprimer cette colère-là, parce qu'en fait il y a une vraie colère qui existe, il y a un vrai ras-le-bol. On a pu le mesurer. Maintenant, après, une fois qu'on a réussi à exprimer ça, une fois qu'on a dit ces choses-là, c'est comment cette colère-là, elle prend forme, comment elle s'organise, et comment, derrière, on arrive à devenir une force sociale et politique, enfin, notre camp social. Voilà, c'est un peu tout ça qu'on a envie de discuter, parce que ça ne suffit pas de dire, ou de faire plaisir, de se faire plaisir nous, et puis de faire plaisir aux gens. C'est aussi, au-delà de ça, c'est vraiment une question de relever vraiment la tête, et puis que cette colère-là, on arrive à l'exprimer collectivement, mais qu'on ose l'exprimer aussi, puis qu'on ose donc construire quelque chose derrière qui nous permet de changer le rapport de force. Et ces sympathies-là que vous dites ressentir, est-ce que vous avez bon espoir qu'elles se transforment concrètement? Nous, on a toujours de l'espoir, même dans des périodes difficiles, ou même quand c'est plutôt noir, ou même s'il y aurait des fois toutes les raisons d'être pessimiste, et il y a en même temps aussi les raisons d'être optimiste. Donc on verra bien, on sait qu'il y a de la résistance, on sait qu'il y a de la colère, on sait qu'il y a du ras-le-bol, on sait que il y a quand même pas mal de gens qui comprennent ce qui se passe en ce moment, d'une crise qui n'est pas vraiment une crise, dans le sens où on voit bien des richesses indécentes, des gens des possédants, des banquiers, des capitalistes qui s'enrichissent toujours plus, et puis à côté de ça, donc une situation de pauvreté, de précarité grandissante. On voit tout ça, on voit cette société profondément injuste et inhumaine, on voit aussi à l'échelle de la planète des choses qui se passent qui sont très préoccupantes, un monde de guerre, un monde de famine, avec des pouvoirs totalitaires comme ce qui se passe aujourd'hui en Turquie ou même en Tchétchénie avec la répression contre les homosexuels, les Poutine, les Trump. Voilà, il y a tout un paysage politique qui est très préoccupant et même très inquiétant, mais malgré tout ça, il y a aussi des résistances, et puis voilà, c'est cette idée qu'il ne faut pas lâcher, qu'il y a la possibilité que la roue tourne, mais maintenant on a aussi cette fonction-là d'essayer de s'appuyer sur ce qui est positif et d'essayer de discuter qu'il y a un moment donné, il faut qu'on arrête de subir, et de trouver de la force pour
pour relever la tête et s'organiser, puis mener les batailles qu'on doit mener. Donc on reste optimiste, et puis là on a un exemple avec la Guyane. Ce qui se passe en Guyane, mais justement, c'est pour nous des choses très, très importantes, parce que ça montre aussi la population qui est en colère. À un moment donné, elle relève la tête, elle trouve la force de s'organiser, de bloquer, de faire la grève générale, et de défendre ses intérêts, de faire entendre sa colère, et puis de montrer qu'on peut aussi bousculer un gouvernement, qu'on peut faire trembler un pouvoir. Bon, mais c'est aussi tout ça qui montre que ça peut arriver, et puis que surtout ces batailles-là, elles sont contagieuses, donc qu'elles s'étendent, et puis on aimerait bien évidemment qu'en France, on ait aussi les conséquences de ce qui se passe en Guyane. Mais voilà, c'est tout ça. Donc on a les raisons d'être optimistes. Les élections, c'est une tribune pour vous. Ouais, après les élections, comment est-ce que vous pouvez vous faire entendre à nouveau, voire même influer éventuellement sur une politique? Oui, les élections, c'est une tribune. C'est vrai que c'est la particularité de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a quelque part une obligation de médiatiser tous les candidats, même si ça reste jamais vraiment à égalité parfaite. Hein. La période dit qu'on est à une égalité de temps de parole sur les 2 dernières semaines. Bon, mais on ne rattrape pas le temps perdu pendant des mois et des mois. Mais évidemment que ça permet d'être visible, de faire entendre d'autres idées, même de dénoncer l'idéologie dominante, hein, qui veut faire croire qu'il n'y a rien à faire, qu'on est obligé de subir, qu'il y a des lois économiques universelles qui font que voilà, il y a du chômage, de la précarité, pendant que d'autres ont des milliards dans leur caisse. Bon. Et nous, on essaie de dénoncer ça, de faire éclater cette sorte de bulle, quoi, hein, ce qu'a dit d'ailleurs le New York Times en parlant de mon intervention au débat, quoi. Cette bulle de privilèges, de gens qui se croient au-dessus de tout, qui se croient tout permis. Donc voilà, c'est de cartonner ça, de dire ça peut plus le faire. Donc on profite de cet instant-là, mais en espérant, oui, c'est pour ça qu'on parle de traces, en espérant que derrière, ce qu'on aura pu dire, ça aura pu redonner confiance, et puis donner des forces et donner envie. Voilà, notre perspective, c'est ça, c'est la bataille sociale, et on espère que c'est utile à ça. C'est pour ça qu'on participe à l'élection, on pense même que c'est utile. On a quand même une petite expérience avec Olivier Besancenot il y a quelques années, Arlette Laguillet avant, Alain Krivine. Ça ne sert jamais à rien qu'il puisse y avoir une voix anticapitaliste, une voix qui dénonce cette société-là. Et derrière, la possibilité aussi de construire, et puis peut-être de résister un peu mieux. Bon, voilà, c'est ce qu'on veut faire, et en espérant qu'à un moment donné, il y ait un véritable déclic, quoi. Donc, on voudrait être un de ces éléments-là. On n'a pas la prétention d'être à nous tout seuls la voix de la colère ou de tous ceux qui pourraient porter le changement, mais n'empêche qu'on est un de ces éléments-là. Et on espère jouer un rôle utile dans ce sens-là. Alors justement, il y a une autre voix, c'est celle de Nathalie Arthaud, même famille quand même. Qu'est-ce qui fait que les militants vont venir vous voir vous plutôt que Nathalie Arthaud? Qu'est-ce qui fait la différence entre Philippe Poutou et Nathalie Arthaud? C'est toujours difficile de discuter là, puis là en plus c'est pas tellement le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a des différences, il y a des points communs. Voilà, on est deux, on aurait peut-être pu être une seule candidature. Bon, c'est des choses qu'on aurait pu discuter en amont. Là, il y a une candidature avec deux candidats. Bon, ben voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce que nous on a envie de poser comme problème, c'est là où on dédramatise. C'est-à-dire que même d'une certaine manière, Nathalie Arthaud a raison en disant que ça double le temps de parole pour les contestataires. C'est pas mal, parce qu'aussi il faut se rendre compte que on montre du doigt assez facilement que c'est comme s'il y avait finalement Maldon qui avait un trotskiste de trop, en sachant que nous on n'est pas un parti trotskiste, mais bon, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais en fait, il y a 2 salariés et 9 politiciens professionnels ou hauts fonctionnaires. Et donc de ce point de vue-là, on n'est pas trop de 2 en réalité à pouvoir discuter de ce qui concerne des millions de gens. Et à côté de ça, on a des politiciens professionnels, qu'est-ce qu'ils représentent en réalité. Donc de ce point de vue-là, on n'est pas de trop. Et après, de ce qu'on a envie de poser comme problème, c'est qu'il y a de toute façon une unité à reconstruire, mais une unité du mouvement social dans les luttes. Et qu'on puisse le dire à plusieurs dans cette élection-là, pourquoi pas. Mais ce qui va compter, c'est comment très rapidement on arrive à aborder cette question-là du regroupement, à la reconstruction du mouvement social, et même au-delà du mouvement social ou des luttes à faire converger. C'est aussi la question d'un outil politique qui nous manque, et un outil politique qui soit celui des exploités, des opprimés, qui soit le nôtre, et qui soit notre outil à nous pour préparer ces luttes-là. Et donc c'est évidemment l'idée de regroupement de forces militantes, syndicalistes, associatives, ou à la gauche de la gauche politique, que ce soit ce qu'on peut appeler les trotskistes, les communistes révolutionnaires, mais aussi les libertaires, les zadistes. Voilà, comment on peut, dans ce mouvement-là, reconstruire quelque chose qui redonne de la force à notre camp social. Donc c'est aussi évidemment une perspective. Et en ce sens-là, les 2 candidatures ne sont pas un handicap en soi. C'est le problème peut être posé de la division, mais en tout cas, nous, on essaiera dans la période qui vient de discuter justement de comment on peut recréer du lien et reconstruire réellement une force politique.
question. Cette campagne, comment vous la voyez? Est-ce qu'elle est polluée par les affaires? Est-ce qu'au contraire, c'est une sorte de grand nettoyage qui a commencé? Alors là, Quel regard? le nettoyage, on ne sait pas. Non, mais les yeux, quoi. Les affaires, ça pollue pas, c'est la réalité, donc c'est bien que ça se voit. Habituellement, les affaires, elles sont en dehors des campagnes. Donc, parce qu'en fait, en réalité, des affaires, il y en a quand même un paquet. On a des professionnels des affaires avec les Balkany, les Dassault et compagnie. Enfin, en fait, on vit avec ça, en réalité, depuis quand même de nombreuses années. Là, la particularité, c'est que c'est en pleine campagne que ça arrive, et ça arrive en plus à celui qui était le favori. Enfin, ça démarre sur celui qui était le favori. Donc, ça donne de l'ampleur un peu au problème. Derrière, après, il y a la candidate du Front National qui était la deuxième favorite, qui elle est prise aussi dans des affaires, donc ça amplifie encore plus le phénomène, et ça fait la démonstration en tout cas des mœurs de corruption de ce milieu-là, de ce monde politique, et donc ça montre aussi toute l'urgence qu'il y a de rompre avec ça, donc avec ce monde politique-là qui représente en réalité plus du tout la population, qui se croit tout permis, l'arrogance, on a tout vu, les Fillon, les Le Pen, avec quelle facilité, d'un côté l'immunité parlementaire, de l'autre côté, alors quoi, on a vu tout ça, tout ce que ça donne. Donc ça permet peut-être de clarifier certaines choses, de montrer que ce fonctionnement politique est scandaleux. Donc il y a une urgence à rompre avec ça, c'est ce qu'on essaie de dire en disant qu'il faut que les gens fassent de la politique eux-mêmes. C'est pour ça que nous on a des candidatures de salariés, de politiciens non professionnels, et de discuter qu'il faut qu'on défende nos intérêts nous-mêmes. Donc c'est un peu tout ça qu'on peut essayer de mettre en évidence avec ces scandales-là. Mais au-delà du scandale politique, des affaires des politiciens, il y a tout simplement le scandale d'une société profondément injuste et antidémocratique, parce qu'en fait, l'économie appartient à une minorité de la population. Ils possèdent, ils décident de tout, ils s'enrichissent, ils licencient, ils appauvrissent, ils détruisent les services publics. Donc c'est un monde exécrable qu'on dénonce. Et les affaires, on fait le lien avec tout ça, parce qu'en fait, la corruption du monde politicien, c'est aussi la corruption de la classe dirigeante. C'est aussi une classe dirigeante qui est gavée de pognon et qui ne sait plus quoi en faire tellement, qui triche, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, c'est des trucs complètement dingues, donc qui montrent qu'en fait, la société elle pourrait se construire autrement, avoir une véritable démocratie, une répartition des richesses. Voilà. Donc les affaires, en fait, c'est le début d'une discussion sur ce monde capitaliste profondément injuste. Une des conséquences des affaires, comme vous dites, c'est l'abstention. S'annonce assez importante. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux gens qui hésitent encore à aller voter tout simplement? Il y a deux choses à dire. On a envie de convaincre qu'il faut voter pour nous, évidemment, parce qu'on exprime quelque part le ras-le-bol. Ça dépend pourquoi les gens s'abstiennent, en fait. S'ils s'abstiennent parce qu'ils en ont marre, s'ils s'abstiennent parce qu'ils pensent que la société est injuste, il faut qu'ils votent pour nous. Maintenant, après, l'abstention, on n'a pas non plus un regard complètement négatif sur ça. On comprend très bien que des gens aient envie de s'abstenir, tellement on a été trahis, tellement on a été trompé dans les élections, et notamment du côté de la gauche, qui a toujours fait des promesses pendant les élections, pendant les campagnes, et puis qui a toujours fait une politique de droite ou pro-patronale une fois qu'ils étaient au pouvoir. Donc on comprend très bien que des gens aient envie de s'abstenir, qu'ils se détournent de tout ça. Bon, après, il y a l'élection, donc évidemment, nous on aimerait bien convaincre un peu de l'utilité de voter pour le MPA dans cette élection-là. Mais après, nous, c'est toujours cette idée que la pire des abstentions, c'est quand il s'agit de se battre, quand il s'agit de résister dans la rue. Voilà, c'est cette abstention-là qu'on veut combattre. En fait, il faut qu'on arrive à redonner confiance aux gens. Si c'est pas le bulletin de vote, c'est pas bien grave, mais surtout derrière, il va falloir qu'on se démerde à se défendre, et là, il ne faudra pas s'abstenir. C'est un peu ça, parce qu'on voit aujourd'hui un climat de résignation, pas mal de salariés ou de gens qui ne croient plus, qui sont brisés avec la souffrance au travail, avec le chômage, la précarité, toute la dureté de la vie. Ça casse les gens et qui n'ont pas la force de se battre. Et en fait, on aimerait bien redonner la pêche par rapport à ça. Et donc, en fait, le combat contre l'abstention, c'est celle-là, c'est celle à un moment donné, il va falloir aller dans la rue, manifester, aller vers des grèves générales et faire ce qui se passe en Guyane. Et là, il ne faudra pas s'abstenir. Vous allez parler de haine de classe après votre passage à Pas Couché, après les réactions qu'il y a pu avoir, notamment de différents éditorialistes, etc., après le grand débat. Quels ont été un peu les retours que vous avez pu avoir, même de syndicalistes ou du monde du travail en général, et plus particulièrement de vos collègues de Ford? Quelles ont été les réactions un petit peu, notamment puisque vous êtes en lutte Ford contre les licenciements? Suite au débat. Suite au débat, suite à toutes les réactions qu'il y a pu avoir, etc. Alors mes collègues, je suis un peu embêté parce que je suis en suspension de contrat depuis le 21 mars. Donc en fait, j'ai quasiment pas vu mes collègues depuis 4 semaines, à part quelques échos de mails, de SMS et tout ça. Mais voilà, donc je vous en parlerai pas tellement.
Enfin, j'imagine l'ambiance là-bas, mais globalement, dans la population, dans la rue, le débat du 4 avril a fait beaucoup de bien. Et à notre avis, ça montre ce que je disais au début, c'est qu'il y a une véritable colère et qu'il y a du mal à s'exprimer. Voilà. On ne sait pas comment dire merde, on ne sait pas s'il faut le dire, on ne sait pas si on est légitime à dénoncer tout ça, ces affaires, ces politiciens corrompus, ce pouvoir arrogant. Voilà. On voit aussi qu'il y a une situation où plein de gens subissent parce qu'ils pensent que, soit parce qu'on n'a pas le choix que de subir, soit parce qu'ils ne voient pas comment on peut... Et le fait d'avoir dit ça, ça libère quelque part la parole. Voilà. Donc les gens disent merci, super, bravo, ils méritaient ça, bim bam boum, vous avez foutu les claques au moment où il fallait. Voilà. Donc ce que je dis au début, c'est que ça montre qu'il y a un ras-le-bol, il y a une véritable colère. Et par rapport au mépris social, ça a été ressenti comme ça, parce qu'évidemment, il y a le petit monde médiatique. Alors je ne discute pas de tous les journalistes, évidemment, mais on a bien vu quelques réactions de certains chroniqueurs, hein, ou même on peut parler de certains intellectuels à la Luc Ferry, hein, qui arrivent même pas, qui peuvent même pas se retenir quelques secondes et qui vont lâcher tout leur mépris, qui vont réagir sur le t-shirt, qui vont réagir sur la photo de famille, qui vont réagir sur quelqu'un qui se retourne, qui est même pas capable de rester droit comme un i pendant 4 heures. C'est vrai que c'est pas normal de ne pas pouvoir se tenir droit pendant 4 heures. Donc c'est intéressant de voir ça, ces réactions-là, et les gens, ils comprennent bien ce qui se joue là-dedans. Ils comprennent bien le mépris social qu'il peut y avoir. Et puis derrière le mépris social, oui, il y a une haine de classe, parce que c'est pas juste du mépris, c'est pas juste de l'arrogance, c'est aussi une haine de ce pauvre, du pauvre en général, ou de celui qui est en bas, qui ouvre sa gueule. Et quand les gens ouvrent sa gueule, et là ce qui les a vexés, ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est que c'est devant Fillon et devant Le Pen, et qu'ils n'ont même pas répondu. Ou à part Fillon qui fait cette image-là qui est terrible, quoi. Et puis Le Pen qui claque son sourire et qui répond plus rien alors qu'elle a une gouaille impressionnante, voilà. Et donc là il y a une sorte de petite revanche qui a été prise en un instant par des tas de gens. Et après, nous, ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne peut pas se satisfaire de ça. Donc ça montre d'une part donc, la colère et puis une certaine forme de lucidité. Il y a une conscience de classe qui existe aujourd'hui, il y a une conscience collective, mais qui est étouffée, qui est enfouie. Et ça a permis de libérer un truc. Parce que dans la rue, il y a plein de gens qui disaient oui, moi, ma famille ouvrière, mes parents, mes grands-parents ouvriers, des Arabes, des Français, de tout, qui arrivaient, qui discutaient. Et donc il y avait ce réflexe de classe qui revenait, quoi. Et après, le problème, c'est comment de ça, on arrive à aller plus loin, à reconstruire ça. Et ça fait vraiment du bien. Les gens disent ça faisait plaisir d'entendre ça, mais nous, ça fait plaisir de pouvoir le dire. Et c'est ça l'utilité aussi, peut-être. Notre utilité, ça peut être ça. C'est-à-dire qu'en fait, à travers ça, comment on peut reconstruire quelque chose. Et il y a une dignité à remettre en place, et oui, une conscience de classe, et une identité sociale. Je dis ça parce que ça fait référence aussi à une identité nationale qu'on veut nous mettre dans la tête. Donc voilà, il y a tout ça qui se joue, et on espère bien que c'est quelque chose qui va nous aider à reconstruire notre camp social, et puis donc après derrière de sentir la force de mener ces batailles-là. Et il y avait un article qui est paru dans Challenge qui disait le missile Poutou a permis en fait de faire plus front au Front National, plus barrage au Front National que 10 ans de politique de vote utile. Comment vous pourriez l'expliquer que 1 minute 30 en fait, sur TF1 permet de faire mieux barrage au Front National que 10 ans de vote utile? Ouais, mais ça on verra à la longue, mais c'est vrai qu'il y a des mots très forts qui sont certainement exagérés. On m'a dit la rockstar, le héros, donc il y a des trucs pour faire gaffe, parce qu'il y a eu un événement, ok, on veut bien comprendre qu'il y a eu un événement, on a bien senti passer, et y compris dans la rue encore aujourd'hui, donc il s'est passé quelque chose d'important. Mais après, on verra bien quelles conséquences ça peut avoir ça. C'est vrai qu'il faut rester très prudent, parce que Challenge, ils disent effectivement, a-t-on trouvé l'arme de destruction massive de Le Pen? Et il a introduit l'article comme ça, en expliquant qu'effectivement, depuis ce moment-là, la campagne Le Pen elle a un peu changé, et qu'il y a une fragilisation de Le Pen, notamment sur cette question d'antisystème, et qu'en fait, elle n'est vraiment pas du côté de la population, et que l'ouvrier qui parle met en évidence ça, alors que des tas d'intellectuels ou des tas de politiciens n'avaient pas su le faire. Bon, c'est peut-être une analyse qui est juste, ce ne serait pas déplaisant qu'elle soit juste, mais on ne peut pas trop s'avancer là-dessus pour l'instant. Mais moi, ce que je pense, et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que c'est pour ça qu'on est dans ces campagnes-là, c'est que faire entendre la voix de la révolte, faire entendre la contestation de ce système-là, une autre voix, s'opposer à l'idéologie dominante, c'est payant, parce que voilà, quelque part, il y en a qui s'en emparent aussi, et on espère que ça se traduira un petit peu quand même dans les urnes, parce que tout ça, c'est au bout du compte un processus de reconstruction et de retrouver confiance en nous. Et nous, on insiste beaucoup là-dessus, parce qu'on espère qu'on est utile à ça, et on espère que ce débat-là, comme les interventions médiatiques un peu avant ou un peu après, elles peuvent aider à ça, mais comme ce que dit Artaud, ça peut aider à ça, on aimerait bien que tout ce qu'on peut tous
à partir du moment où il y a une parole qui conteste ce capitalisme-là, alors que personne ne le conteste, alors qu'il y a une sorte de raz-de-marée ultralibéral où finalement tout est justifié, tout est intégré, tout est accepté au nom d'eux, même y compris l'état d'urgence, les violences policières, tout ça, c'est comme si c'était normal, comme s'il fallait vivre avec ça, qu'il n'y avait pas le choix que de ça, qu'il fallait sacrifier un peu de liberté pour avoir un peu plus de sécurité. Tout ce qu'on peut remettre en cause et tout ce qui peut nous aider à donner de la force et de la confiance pour dénoncer ça, ben oui, on espère qu'on est utile à ça, on espère que ça aidera, enfin en tout cas qu'on a pas lancé ou amorcé un processus, mais qu'on a aidé à ce que ce processus-là se développe. Peut-être on prend la dernière question. Oui, la dernière question. Oui. Si elle a eu. Il y a un candidat dont on n'a pas prononcé le nom encore, c'est Jean-Luc Mélenchon. C'est qui ça? Qui dans les dernières enquêtes d'opinion se voit presque au deuxième tour. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pense de Mélenchon? Bon, évidemment, il y a une dynamique. Évidemment, peut-être qu'il sera au deuxième tour, ça reste peu probable, mais c'est vrai qu'on ne peut pas l'exclure. Il y a une montée à la fin. Le problème qu'on a par rapport à Mélenchon, c'est d'abord, c'est pas un adversaire, je le répète, parce que j'ai pas envie à chaque fois de nous faire incendier par tous les supporters de Mélenchon. C'est pas un adversaire, Mélenchon, mais par contre, on est concurrent, oui, on est concurrent du point de vue de ce qu'on a envie de défendre, des perspectives qu'on a envie de défendre. Et c'est pour ça qu'on est là aussi dans cette élection-là, parce que Mélenchon ne pouvait pas représenter ou ne pouvait pas faire entendre ce que nous on avait envie de faire entendre, et notamment la contestation du capitalisme. Ça, c'est cette contestation-là, cette rupture avec le capitalisme, et cette idée que c'est pour changer les choses, parce que, ok, il y a des points communs avec ce que dit Mélenchon, entre ce qu'on dit Mélenchon et ce qu'on dit, ou ce que dit, y compris Nathalie Arthaud. Donc il y a des points communs. La lutte contre les politiques d'austérité, la question du chômage, la question même, y compris anti-nucléaire, et tout ça, on peut retrouver des points communs. Sauf que le problème, c'est que pour obtenir satisfaction ou pour avancer sur ces questions-là, eh bien, nous, on ne croit pas du tout qu'un changement de président, ça puisse être efficace. Et même un président sympa comme Mélenchon, avec des gros muscles comme Mélenchon, ben, on n'y croit pas. Et on pense qu'il y a un truc qui est incontournable, c'est le rapport de force, c'est des mobilisations sociales, c'est une population qui prend ses affaires en main et qui se bat pour défendre ses intérêts. Sans ça, on ne change rien. Et la 6ème République, pour nous, tout ça, c'est du vent. La réalité, c'est un véritable combat social. Et c'est en ce sens-là qu'on est d'une certaine manière dans un débat. Voilà. Mélenchon et ses copains et ses supporters, ils pensent ça. Et nous, on pense autre chose. Et ça, on a envie de dire. Et l'autre aspect aussi qui nous démarque de Mélenchon, et ça, c'est quelque chose qui est très important, c'est son protectionnisme solidaire, ou ses drapeaux bleu, blanc, rouge dans les meetings. La Marseillaise, ce petit chauvinisme, cette défense de la République, des valeurs de la République, c'est pas que du détail, c'est pas que du symbole, c'est que derrière il y a aussi une divergence politique qui est profonde. Nous on est internationalistes, nous on essaie de représenter la tradition du mouvement ouvrier, du mouvement social depuis très longtemps, qui est une tradition donc internationaliste. Et donc c'est le drapeau rouge, c'est la contestation du capitalisme, c'est la dénonciation du colonialisme, de ce qui peut rester du colonialisme, y compris par rapport à la Guyane. Nous, on est pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, on n'est pas pour la République une et indivisible, donc c'est l'aspect-là, et on est antimilitariste, et on est pour un monde sans violence, et y compris la question de la police, on ne la pose pas comme Mélenchon la pose, qui est un organe de répression. Et voilà, c'est tout ça qu'on veut discuter. Donc, de ce point de vue-là, oui, on veut aussi montrer qu'à la gauche de la gauche, il n'y a pas que ça. Il y a aussi ce que nous, on peut représenter. Donc, l'idée d'une rupture avec le capitalisme et d'un combat internationaliste et de solidarité avec les peuples du monde entier. Donc, ça, c'est un truc auquel on tient. Et bien, on espère aussi montrer, par rapport à tous ceux qui sont avec Mélenchon, qui pensent voter Mélenchon, qu'on devrait discuter de ça, qu'on a besoin de discuter de ça. Chacun votera ce qu'il aura envie de voter, mais au moins qu'il y ait l'expression aussi des différentes orientations qu'il peut y avoir à la gauche de la gauche. Donc ça, de ce point de vue-là, et c'est pour ça qu'on dit, le vote utile, il y a le vote utile Mélenchon pour ceux qui pensent qu'il faut voter Mélenchon, mais il y aura aussi le vote utile MPA pour ceux qui pensent qu'il faut exprimer ça. Mais ceci dit, après les élections, on sait que de toute façon, le problème sera posé de se retrouver ensemble dans la rue, parce que le changement, il se fera dans la rue. Et on espère le faire avec les camarades qui sont aujourd'hui derrière Mélenchon, donc syndicalistes, militants associatifs, et pas mal d'autres gens qui pensent qu'aujourd'hui, voilà. Voilà, peut-être pour conclure, on a Oui. qui interviendront au meeting, mais Ouais, on a deux militants guyanais qui sont présents spécialement pour le meeting ce soir à Toulouse et demain à Paris.
donc qui sont des acteurs de la grève générale en cours en Guyane. Ça peut aussi vous intéresser de les rencontrer ou de les interviewer, il ne faut pas hésiter. Voilà, donc c'est des camarades du mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale qui sont présents à Toulouse ce soir, qui seront à Paris demain. Et nous, ça nous semble important de donner du relief dans notre campagne par rapport à cette question-là qui est d'actualité. Voilà. Donc c'est deux militants qui sont au fond de la salle en ce moment. Voilà, pour que vous puissiez les identifier. Merci. Juste un petit truc qui n'a pas été abordé dans les questions-réponses, mais c'est pour assez. On me fait remarquer qu'on n'aborde pas tous les sujets. Il y a la question de l'écologie notamment, mais ça c'est pas grave. Mais il y a aussi contre les oppressions, il y a la question du féminisme qui est aussi une question urgente. Et on voit bien les dégâts de la crise et après les renforcements d'oppression et d'inégalité des droits pour toutes et tous. Et la question des droits des femmes est là aussi très important et mise en danger aujourd'hui. Donc je le rajoute et à juste titre, fait partie des batailles qu'on met en avant. Il n'y a pas que l'antiracisme ou l'internationalisme, mais aussi cette bataille féministe, notamment le droit à l'avortement. On sent bien la résurgence de courants ultra-catholiques, enfin ultra-réactionnaires. Il y a du danger, et puis l'inégalité sociale, l'inégalité du chômage, l'inégalité dans la précarité, l'inégalité des salaires, et puis une violence réelle qui est faite aux femmes à travers le harcèlement ou à travers les viols. Enfin, voilà, donc toutes ces questions-là aussi sont à mettre dans la campagne. C'était un petit bonus pour finir. Ne gardez que ça. Ouais, voilà, si vous pouvez garder que ça, c'est... Merci beaucoup.